Bonjour à vous, merci de votre présence pour ce débat éducatif des cahiers pédagogiques qui est consacré aujourd'hui au numéro 90, paru en septembre dernier, de la Revue internationale d'éducation de Sèvres et de son dossier intitulé Travailler en collaboration à l'école. Je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique en retraite et membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Je vais animer ce webinaire avec Andrea Capitanescu-Benetti. Bonjour Andrea. Bonjour, je suis Andrea Capitanescu-Benetti, je suis enseignante, formatrice à l'Université de Genève et chercheuse dans l'équipe LIFE dirigée par Olivier Molini. Merci. Le chat sera scruté aujourd'hui par Jean-Michel Zakartchouk. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, donc Jean-Michel Zakartchouk, membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et enseignant honoraire. Vous pourrez trouver une synthèse du chat sur notre site en même temps que le lien pour visionner ce webinaire. Et cette synthèse sera réalisée par Assa Gori. Bonjour Assa. Bonjour, donc Assa, professeur de SVT en lycée et membre des cahiers pédagogiques, enfin du CRAP cahiers pédagogiques. Voilà, ce webinaire est organisé avec notre partenaire ForProf, un institut de formation, dont je vous dirai quelques mots à la fin. Ça nous permet de saluer les candidats présents et inscrits aujourd'hui et qui vont passer très prochainement le concours de recrutement d'enseignants. Bon courage et bonne chance à vous. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir nos webinaires et débats éducatifs sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous y abonner, ce qui nous donne une visibilité plus grande, de liker nos vidéos comme on dit. Pardon, tout cela est important pour nous. Enfin, ce qui constitue maintenant une véritable chaîne pédagogique à laquelle il faut associer nos podcasts, La classe raisonne, est gratuit et d'accès libre. Vous pouvez aider à son maintien et à son développement en vous abonnant, je parle cette fois-ci de la revue, et en achetant nos publications ou même en faisant un don ponctuel en allant sur notre site internet cahier au pluriel-pédagogique au pluriel donc .com. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir deux personnes. C'est toujours difficile parfois parce que les personnes qu'on accueille, nous les admirons aussi beaucoup, nous les avons lues. Et aujourd'hui, c'est Patrick Rayou, qui est sociologue, professeur des universités émérite en sciences de l'éducation à l'Université de Paris 8, membre du CIRCEFT et de l'équipe de recherche ESCOL. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Charles. Nous accueillons aussi Jean-Pierre Véran, membre du laboratoire Bonheur avec un S, de l'Université de Cergy-Pontoise, inspecteur académique honoraire, membre du comité de rédaction de la Revue internationale d'éducation de Sèvres. Bonjour Jean-Pierre. Eric Rayou, qui est sociologue, professeur des universités émérite en sciences de l'éducation à l'Université de Paris 8, membre du CIRCEFT et de l'équipe de recherche ESCOL. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Charles. Nous accueillons aussi Jean-Pierre Véran, membre du laboratoire Bonheur avec un S, de l'Université de Cergy-Pontoise, inspecteur académique honoraire, membre du comité de rédaction de la Revue internationale d'éducation de Sèvres. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre, peut-être un micro qui ne fonctionne pas. Alors, voilà les aléas de la... Bonjour à tous. Voilà, le micro est rebranché. Donc, laissez vos micros ouverts tous les deux, avec Andrea également, Jean-Michel également. Voilà. Donc, ce dossier paru en septembre dernier traite de la collaboration. Il comprend, puisque c'est une revue internationale, 10 articles conséquents qui appréhendent le concept de collaboration dans autant de pays, la France évidemment, mais aussi le Mexique, la Chine, l'Espagne et la Catalogne, le Japon, le Rwanda, jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Et vous dites, Jean-Pierre et Patrick, qu'appréhender la collaboration à l'école nécessite de prendre en compte des implicites, des difficultés, des questions inhérentes au lieu et à sa sociologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, j'imagine, hein, mais... Alors, on va essayer. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est un petit peu l'esprit des dossiers de notre revue, qui consiste 3 fois par an donc à publier un dossier international sur une question d'intérêt éducatif international. Alors, ces questions, nous ne les tirons pas dans un chapeau, elles nous sont suggérées, elles procèdent d'un dialogue entre le comité de rédaction, dont je fais partie, et je salue ici la présence
Jean-Marie de Quetel, qui est notre rédacteur en chef, et le conseil scientifique qui comporte une vingtaine de spécialistes internationaux de l'éducation. Et donc, pourquoi avons-nous choisi de mettre ce dossier à notre agenda éditorial? Eh bien, parce que justement, la collaboration fait partie des incitations très fortes qui, au plan institutionnel, qu'il s'agisse de l'international comme du national, voire du local, à tous les niveaux, à toutes les échelles des instances éducatives, on a une sorte d'adjuration à collaborer. Je ne prendrai qu'un exemple, je ne vais pas citer toutes sortes d'organisations internationales, mais par exemple l'OCDE, dans son agenda pour l'éducation en 2030, préconise que tous les jeunes doivent préférer, je lis le texte exactement, être responsables et autonomes, placer la collaboration avant la division. Et donc on voit bien qu'il y a là un discours très répandu qui donc pose question à l'école, puisqu'on demande effectivement d'éduquer à la collaboration. Et donc il nous a paru intéressant de mettre ce dossier à notre programme et par conséquent de solliciter des auteurs de différents continents, de différents pays, de façon à ce qu'à chaque fois notre dossier soit représentatif de la diversité du monde, à la fois diversité géographique, mais diversité culturelle, diversité linguistique, ce qui fait que nous avons à chaque fois, à travers un dossier, une vision assez transversale des différentes facettes, si vous voulez, d'un même sujet, suivant les pays et leurs conditions de développement, de rayonnement qui les caractérisent. Voilà, alors je peux peut-être compléter un peu en disant quels ont été nos partis pris lorsque nous avons tracé un peu le plan de ce dossier. Ça n'est pas la première fois qu'une revue s'intéresse aux questions de la collaboration, parce que c'est une thématique pédagogique tout à fait importante et ancienne, même si elle est rénovée aujourd'hui. Nous avons essayé de saisir, et c'est d'ailleurs un peu le titre du numéro, Travailler en collaboration à l'école, parce que nous avons voulu regarder de multiples niveaux de la collaboration. Le niveau le plus classique, je dirais, qui est celui de la collaboration entre élèves. On verra que dans les articles du Mexique ou du Rwanda, par exemple, les questions de l'apprentissage collaboratif sont évoquées, mais il y a aussi, nous essayons d'aborder aussi la question de collaboration inter-établissement. C'est le cas de l'article chinois, plus précisément qui porte sur Shanghai, dans lequel on voit des tentatives de collaboration entre établissements désignés par le ministère comme très bons établissements, établissements de moins bon niveau, avec l'idée qu'il peut y avoir des vertus d'entraînement de l'un à l'autre. Mais c'est aussi la collaboration entre l'école et son entour. C'est le cas, par exemple, dans l'article qui porte sur la Catalogne ou celui sur la Nouvelle-Zélande, dans lequel le rapport aux cultures locales, au vernaculaire, on va dire, à ce qui fait que l'école, même si elle est une entité spécifique, elle est quand même nourrie de son environnement. Nous avons voulu aussi regarder cet aspect-là. De la même manière, nous avons essayé de regarder le travail des enseignants entre eux. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on appelle les lesson studies, dans le modèle japonais. Et donc là, nous avons un article sur la thématique sur laquelle nous reviendrons du tokatsu. À la fin de la séance, vous saurez tout ce qu'est le tokatsu et vous en serez partisans. Et enfin, nous avons aussi regardé les collaborations entre enseignants, personnel de direction, professionnels non enseignants. C'est le cas, par exemple, des articles du Québec et de la Suède. Alors, il peut y avoir un côté un peu manteau d'arlequin que nous avons craint, et peut-être que nous craignons toujours de ce dossier. Néanmoins, aborder ces différents acteurs et ces différentes postures de la collaboration dans la globalité de l'enseignement nous a paru intéressant parce que pour nous, c'est une sorte de scanner, comme nous avons dit entre nous dans la préparation, de ce qu'est l'institution scolaire aujourd'hui. Il nous semble qu'un appelé aux relations de collaboration ne peut se faire sans un passage en revue de l'état des lieux, on va dire, des différents systèmes éducatifs. C'est donc un bon prisme de lecture et d'analyse de ces systèmes.
Et il nous semble aussi, mais ça viendra un peu plus tard, je pense, dans nos échanges, que cette thématique de la collaboration, elle est importante, pas simplement d'un point de vue technique, mais parce qu'il nous semble que les humains collaborent, hein, que ça fait partie des données de l'existence humaine, que ce statut obligé de collaborer, alors avec plus ou moins de facilité, et qu'il y a là un thème qui est vraiment un thème pour nous central de l'éducation. Pardon, c'était mon micro qui était éteint. Andrea, peut-être? Oui. Alors, merci beaucoup. À la lecture de ce dossier, j'étais vraiment heureuse de vous lire en encadrant un dossier d'une grande complexité et, comme vous avez dit, sur un spectre large de la collaboration. J'ai été très étonnée, mais d'une manière positive, de voir un chercheur de ESCOL rencontrer un chercheur de bonheur et se dire éducation, socialisation et bonheur peuvent faire quelque part une collaboration viable autour d'un tel dossier. Donc, j'ai trouvé déjà l'entrée en matière extrêmement fructueuse. Ma question pour vous lancer là-dedans, est-ce que s'agit-il d'une collaboration ou d'une coopération? On voit bien qu'on tangue un peu entre les deux registres, et il y a dans le dossier des apports qui tanguent plutôt sur le versant de l'interdépendance du type collaboration et du type coopération. Comment vous vous situez aujourd'hui? Est-ce que finalement la collaboration, c'est la division de travail productive, etc. Et il y a le texte aussi de Sylvain Connac qui met en évidence cette distinction, ou est-ce qu'on est vraiment dans de la coopération, ce qui signifie vraiment un autre registre peut-être d'interdépendance professionnelle ou au niveau de la classe des élèves? Alors, je vous lance la question. Bon, ben, je veux bien commencer de tenter d'y répondre. Lorsque nous en avons discuté au comité de rédaction, on a effectivement débattu à propos du titre du dossier collaboration, coopération. Et le sentiment majoritaire au sein du comité de rédaction, initialement, était que finalement, c'était peut-être des querelles sémantiques de spécialistes plutôt qu'une question réelle. Et comme nous étions, Patrick et moi, très attachés à l'idée effectivement de distinguer, parce que ça me paraissait utile pour éclairer la question, nous avons sollicité justement Sylvain Connac pour bien exposer en quoi consiste la collaboration et en quoi consiste la coopération. Et donc, pour dire de façon très schématique les choses, le discours officiel dominant, c'est un appel à la collaboration qui est beaucoup plus répandu, à la fois dans le langage institutionnel, mais aussi dans le langage médiatique, que le terme de coopération. Ce n'est sans doute pas un hasard, parce que finalement, il y a dans la collaboration quelque chose d'assez facile qui consiste à dire, eh bien, il y a une tâche à faire et les gens, eh bien, ils vont se partager le travail et comme ça, ils arriveront à un résultat. Et l'observation qui est faite quand on se met dans cette situation en termes de pédagogie, c'est de voir que quand on met des élèves autour d'une table, eh bien, il y en a un qui prend l'ascendant parce qu'il est sans doute un petit peu plus fort que les autres sur la question posée. Et il y en a qui se coulent dans finalement une attitude, je dirais, d'assistance par rapport à cela. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui se prend un peu de recul, puis quelqu'un qui attend que ça se passe. Et finalement, au bout du compte, dans le groupe, quelqu'un aura sans doute progressé, celui qui a pris le plus d'initiative et qui a donc avancé dans sa zone proximale de développement. Et puis, les autres, eh bien, ils n'auront rien retiré de tangible. Et donc, ça, c'est la collaboration. La coopération, c'est tout autre chose. C'est effectivement avoir le sentiment qu'on peut apprendre les uns des autres, que dans une classe, il n'y a pas une seule source de savoir, le maître, mais que nous sommes tous sources de savoir les uns pour les autres, et qu'il s'agit donc d'avancer ensemble et de tirer un avantage mutuel de cette collaboration, c'est-à-dire que chacun apprend quelque chose des autres. Et donc, c'est très différent, et évidemment, c'est beaucoup plus difficile à faire parce que dans le travail collaboratif,
l'enseignant, c'est lui qui choisit, qui dit vous allez travailler là-dessus, mettez-vous autour d'une table et avancez. Dans la coopération, les choses se décident en commun également. C'est-à-dire qu'on ne prescrit pas telle tâche coopérative, on la conçoit ensemble. Donc, effectivement, dire aux enseignants faites de la collaboration ou dire aux enseignants entre eux collaborer, il suffit de se mettre autour d'une table et on collabore, si je puis dire, alors que coopérer, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui suppose des stratégies de formation qui accompagnent effectivement ce parti pris pédagogique. C'est-à-dire qu'en posant la question, en disant collaborer, on n'obtient pas, ou coopérer, on n'obtient pas automatiquement une coopération. On peut d'ailleurs se poser la question, est-ce que les êtres humains coopèrent naturellement? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Est-ce que c'est quelque chose qui se construit? Enfin, comment est-ce que ça se passe là-dessus? Est-ce que la coopération, par exemple, dont on parle beaucoup dernièrement, ça va être aussi une mode pédagogique qui va disparaître quand on va trouver autre chose? Voilà, toutes ces questions se posent. En fait, je vous laisse vous partager la parole. Hein. Oui, je veux bien commencer à répondre là-dessus. En effet, il peut y avoir une mode pédagogique de la collaboration à un moment où le sens des études est quand même assez problématique pour beaucoup d'élèves dans notre système, y compris le sens du métier pour des enseignants. Alors, je ne veux pas décourager ceux qui sont en train de se préparer à entrer dans le métier, mais il faut connaître ces réalités. Il y a eu des époques où le sens des études était plus évident pour les élèves, en même temps qu'il était plus fermé, parce que leur avenir était aussi très, très assigné. Donc, le prix à payer de l'ouverture est aussi celui d'une certaine incertitude. Et donc, la collaboration peut apparaître, la collaboration simple, je dirais, comme un élément assez facile pour mettre des élèves ensemble, faire que l'heure de cours se passe bien, parce qu'au lieu d'être dans la classe en autobus, ils sont répartis en îlots dans la classe et ils vont pouvoir échanger entre eux et répondre à des questions, etc., et que les choses se passent bien. La question est de savoir quels sont les gains d'apprentissage et de formation pour eux. Et là, la réponse n'est pas évidente. Le fait de revenir à la notion de coopération nous a paru bouclé avec une préoccupation profonde que nous montrent des anthropologues. Je pense à un anthropologue important comme Tomasello aujourd'hui, dans l'ouvrage « Pourquoi nous coopérons », nous donne, selon nous, un peu les fondamentaux de ça. La thèse de Tomasello n'est pas si nouvelle que ça, mais elle est forte et insistante. Il nous dit, voilà, l'évolution des humains, elle est assez particulière, elle est unique, parce qu'ils vivent au sein de cultures où il y a des effets de cliquet. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un certain capital culturel de l'humanité qui est fabriqué pour répondre à des problèmes d'une époque, eh bien, il est en général conservé, en tout cas on essaie de le conserver pour le transmettre à des générations qui suivent et essayer de le faire fructifier et de l'adapter aux situations nouvelles. Et ça, nous dit Tomasello, ça suppose des institutions, ce qui est une caractéristique humaine. Alors aujourd'hui, la frontière animalité-humanité est un peu chahutée. Néanmoins, il semble qu'il y a un accord global pour dire que les institutions humaines ont cette caractéristique particulière. Pour éviter de rester dans des choses un peu abstraites de ce type-là, Tomasello dit, voilà, imaginons une scène assez classique où je vais au supermarché, je choisis un article dans un rayon, je passe à la caisse avec ma carte magnétique, je paie et je m'en vais. Alors ça, c'est dans le cas où les gens paient. On voit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des difficultés à payer et qui évitent la case carte magnétique. Mais pour rester sérieux et moins grave, Tomasello nous dit, voilà, si on décrivait ça en langage du point de vue des chimpanzés et des singes, des grands singes dont il est spécialiste, le chimpanzé pourrait sans doute dire que dans ce qu'on a vu, quelqu'un est allé quelque part, il a pris des objets et il est retourné à l'endroit d'où il est venu. Dans la description humaine, ce n'est pas exactement ça. Lorsque je vais au supermarché, il faut que me soit reconnu le droit institutionnel d'acheter, qui est lui-même lié au devoir de ne pas voler ou de détruire les articles du magasin. Il faut que l'État garantisse que les biens sont propres à la consommation. Il faut que les traces électroniques de ma carte soient reconnues comme une monnaie fiable. Il faut que j'évite de passer devant les gens qui étaient avant moi sous peine de m'attirer la réprobation générale. Et je peux, à ce prix-là, rentrer chez moi avec les marchandises acquises. Ce geste extrêmement simple que chacun d'entre nous opère quand il va au supermarché,
suppose en réalité beaucoup de phénomènes qui relèvent de la coopération, c'est-à-dire d'accords fondamentaux sur des valeurs qui, quand elles sont brisées, font que les gérants recourent à des gardes, à des dispositifs électroniques de surveillance, que ça donne des procès, que ça perturbe la marche de la société. Donc voilà, un geste tellement simple quotidien fait dire à Tomasello que nous vivons dans un mode nous et pas simplement dans un mode jeu, et que la question donc des apprentissages à l'école, apprentissage coopératif, se pose dans des termes assez complexes, assez profonds, qui supposent qu'on aille au-delà de la collaboration factuelle, qui font que des individus vont sortir de la séance sans s'être disputés, en ayant passé leur temps de manière relativement consensuelle. Et donc là, on fait monter beaucoup le curseur si on se pose la question de ce qui est acquis réellement dans les phases supposées de collaboration. Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour les personnes qui nous écoutent. Il va de soi qu'on ne va pas traiter à fond de ces problèmes-là. Je vous renvoie à la revue, je vous renvoie aux nombreux dossiers qui ont déjà traité ceci dans les cahiers pédagogiques, également à la bibliographie qui peut passer au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat et surtout, nous vous donnons des pistes, je crois, qui sont importantes. Par exemple, là, ce que tu viens de dire, ça veut dire que pour faire coopérer des élèves dans la classe, il y a des implicites et cela nécessite aussi des explicites, parce que évidemment, l'explicite de l'élève va être quelque chose comme « je vais apprendre quelque chose ». Oui. C'est ce que des gens, alors dans la lignée, un peu de bibliographie toujours pas ça, dans la lignée de gens comme Vygotsky, qui sont importants sur les questions éducatives et d'apprentissage, Vygotsky ou des gens en France qui l'ont repris comme Brossard, nous disent s'il n'y a pas de cadre commun de l'activité, il y a des chances pour que l'apprentissage ne se fasse pas, parce que l'élève peut imaginer qu'on travaille sur quelque chose. En réalité, le but est tout à fait sur autre chose. Et ça, c'est bien cette question de la coopération. S'il n'y a pas un minimum d'explicitation de ce qu'on fait, sur quoi on le fait, comment on le fait, on peut le laisser en effet à l'implicite et à des savoirs déjà là. La collaboration, elle est assez facile parce que les personnes arrivent avec des savoirs dont elles sont déjà portées. Je prends un exemple, dans une situation de travailler en îlot, les élèves travaillent à un diaporama, voilà, et un élève dit « moi, le diaporama, je sais faire parce que PowerPoint, je maîtrise totalement », et on voit les autres qui lui délèguent totalement l'activité. On est vraiment dans une phase de collaboration dans laquelle les savoirs techniques portés par un élève sont pris en charge, et donc on ne voit pas pourquoi les autres se l'approprieraient. Mais de ce fait, le risque est que le grain d'apprentissage puisse être perdu parce qu'il va y avoir une division technique du travail qui ne répond pas à la division, à la question de la coopération conceptuelle dans le travail et au gain, parce qu'on espère qu'à la fin de la séance, les gens en savent plus que quand ils sont arrivés. Ce qui n'est pas le cas dans notre histoire de diaporama, puisque l'élève savait déjà faire. Oui, alors je ne sais pas si j'ai mal entendu ou s'il y avait lapsus, mais j'ai entendu le grain d'apprentissage et c'était… Oui, c'était assez volontaire. Il y avait du grain à moudre et voilà. il y a du gain. Andrea. Alors, je rebondis sur le grain à moudre parce que de nombreux articles dans cette revue pointent du doigt en fait cette collaboration comme une non-évidence. Ce n'est pas naturel et comme tout bon sociologue, ce n'est pas parce qu'on le prescrit ou parce qu'on enjoint à la collaboration, comme vous l'avez dit, que forcément cela est mis en œuvre et de la bonne manière et que les obstacles inhérents à cette action sont bien là. Ce que vous avez mis déjà en évidence, c'est le niveau de l'interdépendance qui peut être très exigeant en soi, mais aussi les objets finalement de cette collaboration. Et alors, si notre projecteur se fixe sur les objets, j'ai en tête l'article sur les disciplines. Par exemple, est-ce que des enseignants, vous mettez en évidence un article très beau qui montre bien que des enseignants qui sont eux-mêmes teneurs d'une discipline scolaire dans une configuration disciplinaire à part, peut-être sont dans des difficultés de collaborer avec d'autres qui portent eux-mêmes leur propre discipline. Donc, si on met un peu le projecteur sur les objets de la collaboration, est-ce que ces objets en eux-mêmes
empêche-t-il ou favorise-t-il la collaboration? Et qu'en sait-on? Parce que le dossier nous montre à travers les différents articles des connaissances à propos de cela. Oui, il y en a effectivement quelque chose d'essentiel, à notre avis, dans ce que nous avons pu retirer de cette enquête faite à travers le dossier sur l'état de la collaboration dans les systèmes éducatifs. Et vous avez cité effectivement l'article suédois, j'en citerai aussi l'article québécois et suisse sur cette question. Qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît deux choses. Collaborer, tout le monde est d'accord, et finalement, ça va de soi, on se met autour d'une table. Bon, et on a vu que le grain et le gain n'étaient pas nécessairement évidents. Et ce qui est intéressant à travers ces articles-là, c'est de voir s'ébaucher des lignes explicatives, si vous voulez, de cette situation. Alors, si je prends l'article québécois et genevois, ils portent tous les deux sur la collaboration entre les personnels enseignants et les personnels de santé, dans l'intérêt effectivement de l'élève, de son bien-être, de son apprentissage dans de bonnes conditions. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que autant officiellement, le discours est de dire les personnels de santé et les personnels enseignants doivent collaborer pour le bien-être de l'élève, on se rend compte que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se produit la division du travail. C'est-à-dire que les questions de santé, ça ne regarde pas le prof. Le prof, lui, il a un enseignement à faire et il fait son enseignement pour l'élève. Et d'autre part, le personnel de santé, lui, il a une compétence qui n'est pas spécifiquement pédagogique, mais qui est une compétence sanitaire, et c'est à lui de s'occuper de la santé de l'élève. Et ainsi, finalement, chacun reste sur son champ de compétences et finalement se protège en quelque sorte de tout ce qui pourrait être remis en cause de sa conscience professionnelle et de sa culture professionnelle s'il fallait échanger et se mettre à travailler ensemble, à coopérer au service du bien-être de l'élève pour étayer ses apprentissages. Autre exemple, l'exemple suédois, où on voit là, alors à l'intérieur d'un établissement scolaire, comment les chefs d'établissement et les professeurs apprécient différemment la coopération, parce que les cultures professionnelles des professeurs d'un côté et des chefs d'établissement de l'autre ne sont pas identiques. Et par conséquent, les attentes administratives, en quelque sorte, de la part des chefs d'établissement ne croisent pas les attentes plus pédagogiques des enseignants. Et alors, échelon supplémentaire, et c'est l'intérêt de ce passionnant article suédois, c'est de voir que la préparation collective des cours, qui est une pratique collective au sein de chacune des disciplines en Suède. Lorsqu'on observe ce qui se passe dans deux disciplines comme l'enseignement de l'histoire et l'enseignement des mathématiques, on découvre à ce moment-là que les contenus des échanges de collaboration pédagogique au sein des disciplines sont très différents parce que finalement la structure des savoirs d'une discipline et d'une autre ne sont pas les mêmes. En gros, en mathématiques, il y a une sorte de conception verticale des savoirs qui fait que les savoirs ne sont pas en question. Ce qui est débattu, c'est comment on les fait acquérir aux élèves. Alors qu'en histoire, eh bien, c'est effectivement les savoirs mêmes. Si on doit parler de la colonisation, comment va-t-on en parler, par exemple? Et par conséquent, le débat est différent. Et alors, c'est très intéressant d'avoir cette approche-là, parce que cela veut dire que lorsqu'on met des enseignants autour d'une table de différentes disciplines, de quoi vont-ils pouvoir parler? Certainement pas de la même chose, sauf ce qui leur est commun, c'est-à-dire, je dirais, les comportements des élèves et leurs compétences socio-psychologiques. Ça, ils peuvent en parler parce que c'est leur domaine commun. Mais avoir une approche de leurs apprentissages confrontant les apprentissages dans telle ou telle discipline, ça n'est pas spontanément possible. Et c'est pour ça que dans les conseils de classe, on parle surtout du comportement des élèves. Voilà.
Oui, mais la question est épouvantablement complexe. Vraiment, ça a été une question qui s'est posée à moi j'allais dire toute ma scolarité, toute qui a duré 42 ans et ce qui était avant. Mais on voit même que dans certaines disciplines, les capacités de collaboration, je parle de la musique par exemple, et là on peut avoir des mots assez cruels pour la musique. Ça ne gênait absolument personne que je fasse coopérer mes élèves. Ça s'appelle une chorale, quitte à ne quasiment pas avoir d'activité individuelle, alors que si on ne faisait que du coopératif en mathématiques ou en histoire, peut-être que là, ça poserait quelque chose. Patrick. Oui, je pense en effet que ça revient toujours à cette hypothèse un peu institutionnelle du fait que les enseignements, les apprentissages sont enchâssés dans des institutions. Forcément, ils ne peuvent rester insensibles aux valeurs qui circulent dans ces institutions. Voilà. Je ne serais pas sociologue si je ne disais pas ça. Euh, il semble, par exemple, alors l'intérêt justement et qui nous permet de mieux comprendre en France pourquoi ça se passe comme ça en musique et pas en mathématiques, faire le détour par l'étranger, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit comment les contextes dans l'histoire ont créé des effets de contraintes différents. Et je la salue au passage, hein, mais je pense que c'est un des effets tout à fait bénéfiques de cette revue que de permettre ce regard comparatiste. Il y a peu de revues comparatistes dans notre pays. Pourquoi? Parce que c'est un genre très difficile. C'est un genre très difficile parce qu'on a très spontanément envie de faire du copier-coller. Je vois tel aspect qui me plaît en Finlande, je décide de le rapporter en France et de faire pareil. Évidemment, dans beaucoup de cas, ça ne marche pas parce que ce qui me paraît positif n'est que la pointe de l'iceberg qui est supportée par tout un ensemble sédimenté, construit historiquement, qui fait que la pointe a été possible parce qu'il y a eu la base. Voilà. Or, quand je me balade, que je fais un peu de tourisme pédagogique, ça, je ne suis pas capable de le comprendre. Le travail des revues, c'est d'essayer, en effet, de donner des éléments qui permettent non pas de faire du copier-coller, mais de contextualiser, décontextualiser pour arriver à comprendre comment les choses se passent dans tel ou tel endroit. Il y a, de mon point de vue, dans ce numéro deux points assez significatifs sur cette question. Il y a le travail de Mazengesho Kamunzizi sur le Rwanda, mais le Rwanda pris comme exemple de l'ensemble de l'enseignement en Afrique, hein, puisqu'il y a des exemples qui sont aussi empruntés au Nigeria ou à l'Afrique du Sud. Et une des conclusions de cet article, c'est de dire que lorsqu'on essaie de promouvoir du coopératif dans des écoles qui ont été fortement sous la férule coloniale, avec un type d'enseignement qui promouvait plutôt la compétition entre élèves, on se trouve là dans des sortes d'injonctions un peu paradoxales qui font que les choses sont rendues difficiles, alors même que par ailleurs, dans la pratique quotidienne et culturelle, les enfants de ces pays sont plutôt dans des pratiques collaboratives et coopératives, logiques de village, d'assistance, de connaissance de proximité, donc d'aide, de mise des bras des uns au bout des autres pour arriver à faire des tâches qui ont été mises en cause, refaçonnées par une école qui obéissait à d'autres critères, pour revenir maintenant à des injonctions auxquelles faisait allusion Jean-Pierre au début, à la coopération, avec des effets extrêmement voilà, assez fracturants, je dirais, sur ce que sont l'identité des personnes et ce qu'elles sont capables de faire à un moment. Le deuxième exemple est celui de ce fameux Tokatsu, qui est cette espèce de philosophie japonaise de l'apprentissage, qui transcende... Pardon, Patrick, en fait, ça, c'est un sujet formidable. Le Tokatsu, moi, c'est un article que j'ai adoré. Je voudrais juste peut-être avant, parce qu'on est déjà à la demi-heure, je suis désolé d'interrompre, mais voilà, c'est une question de rythme, peut-être donner la parole à Jean-Michel sur le chat. Oui, alors sur le chat, il n'y a pas vraiment de message. Et on reviendra au Tokatsu, hein, parce que vraiment, c'est formidable. Il n'y a pas de message sur le chat, donc voilà, j'ai rien à dire de ce point de vue-là. Alors peut-être que je pourrais poser une ou deux questions pour remplacer les messages chat manquants, notamment sur le champ sémantique de ce mot collaboration, qui a aussi des connotations parfois très négatives. Hein. On parle de collabo. Et justement, à partir de ça, la question de l'horizontalité et de la verticalité. Est-ce que la collaboration, c'est égalitaire et horizontal? Et est-ce que la collaboration, et je pense par exemple entre établissements, il y a toujours un établissement qui pourrait être hégémonique, surtout si c'est
un lycée par rapport à un collège, des choses comme ça. Entre institutions aussi, où l'éducation nationale, souvent voulant garder la maîtrise et n'acceptant pas trop les empiétements sur son terrain. Je pense aussi à la collaboration, par exemple, entre le scolaire et le périscolaire. Donc, c'est toute cette question-là. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, on emploie beaucoup le mot collaborateur dans le langage de l'entreprise, où il y a quand même beaucoup de verticalité. Et ça peut être aussi masquer les rapports hiérarchiques. Comment ça se passe donc ça, c'était une première chose. Et la deuxième chose, justement, la remarque par rapport aux différents pays, c'est vrai qu'il faut se méfier parce que l'on parlait du Rwanda, probablement qu'il y a des différences entre pays d'Afrique, donc le Rwanda est un peu à part quoi, par rapport à d'autres pays d'Afrique. Et je pensais aussi, quand on parle de la France, dans ces articles, c'est intéressant de lire l'article toujours dans la revue, je ne lis pas seulement ce numéro-là, parce que justement, on voit comment on parle de la France, ça nous permet peut-être de voir comment on peut parler de l'étranger avec beaucoup de prudence, parce que quand on parle de la France, on n'est pas forcément tous d'accord, hein, loin de là, entre Français. Donc, un article sur la Suède ou sur le Rwanda, ou je sais, n'importe, tout le monde n'aura pas forcément le même regard. Hein, il y a une part d'interprétation, forcément. Voilà, c'est deux choses un peu différentes. Peut-être un mot pour répondre partiellement à ce que dit Jean-Michel. L'intérêt, notamment, un des intérêts de la contribution de Sylvain Connac à ce dossier, c'est de faire un petit aperçu historique. Parce que notre culture scolaire, française en l'occurrence, repose sur une sorte d'évidence transparente qui ne sont pas questionnées, et notamment sur l'organisation scolaire qui domine depuis la Révolution et l'Empire et la Restauration. Et ce que rappelle Sylvain Connac, c'est qu'auparavant, au XVIIe, au XVIIIe siècle, a existé en France un enseignement mutuel. Enseignement mutuel qui supposait qu'effectivement les élèves ne soient pas rangés par classe d'âge, mais qu'ils soient regroupés avec des âges différents et que les plus grands organisent aussi l'apprentissage des plus jeunes. Et donc, c'est assez intéressant de voir comme cette forme qui a été jugée sous la Restauration comme une sorte de république scolaire a été exclue évidemment par l'Empire puis la Restauration de la conception éducative parce qu'il fallait qu'en fait la classe soit organisée comme l'était le royaume avec comme objectif d'adorer Dieu et l'empereur, puis Dieu et le roi lors de la Restauration. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que dans notre culture, nous avons tendance à considérer notre culture éducative, nous avons tendance à considérer comme allant de soi l'existant qui nous a nous-mêmes façonnés et à oublier en quelque sorte ce qui a précédé. Et ce qui est intéressant justement dans le dossier de la revue, dans d'autres articles, c'est de voir qu'on a pu voir comment les grandes puissances colonisatrices ont imposé un modèle scolaire à travers les continents et que ce modèle scolaire a en quelque sorte écrasé la culture des peuples locaux qui ont subi cette colonisation et que en ce moment, nous assistons à la réémergence de cette culture pour sauver justement le système éducatif. Parce que justement, le système éducatif, il est en bout de course sous cette forme-là. Et alors, l'article néo-zélandais est particulièrement intéressant parce qu'on voit là justement comment, à partir du moment où la Nouvelle-Zélande se vit non plus comme un État, je dirais, sortant de la colonisation, mais sans remettre en cause l'histoire, mais comme un État biculturel, avec la nation maori et la nation des colonisateurs de la couronne britannique, eh bien, on arrive à quelque chose qui va transformer complètement la conception des apprentissages et de l'organisation scolaire, en passant justement, en s'appuyant sur les acquis de la coopération dans la société maori, la société traditionnelle. Et donc, je peux passer là
Oui, le schéma, si tu veux. d'accord, d'accord. Alors, je fais un partage, pardon. Vas-y, je t'en prie. Voilà, donc c'est assez intéressant comment voir justement la forme d'horizontalité en quelque sorte qui caractérise les relations entre ceux qui apprennent et l'ensemble de la communauté. Et tous les acteurs de la communauté, de façon transgénérationnelle, sont impliqués dans ces apprentissages et dans cette conception donc de la transmission. Alors, Et j'ai mis à l'écran le fameux schéma, si tu pouvais en dire 2 mots. voilà. Alors ici, vous l'avez effectivement en, comment dirais-je, enfin, il est très, très symbolique parce qu'il est à la fois par l'image, le dessin et les contenus graphiques sont très, très importants, puisqu'on voit que effectivement, ce qui est important, c'est cette solidarité qui fait qu'on apprend les uns des autres et que finalement, on part de l'idée qui est quand même essentielle et qui est complètement orthogonale à notre conception scolaire traditionnelle, qui est l'idée, le concept d'égal pouvoir. C'est-à-dire que finalement, que l'on soit jeune apprenant ou que l'on soit un sage de la communauté, on a un égal pouvoir. C'est-à-dire que ma parole est équivalente à ta parole et j'en tiens compte et je la retiens. Et le jeune enfant peut apprendre à l'ancien comme l'ancien peut apprendre du jeune enfant. Et ça, c'est quelque chose qui, par rapport au schéma que nous avons dans la verticalité des apprentissages ou dans une classe, il y a quand même une autorité qui a le savoir et puis il y a ceux qui sont là pour acquérir le savoir. À partir de cette autorité, on est complètement dans un, comment dirais-je, dans une opposition très forte qui montre que effectivement c'est autre chose, c'est tout autre chose, si vous voulez, de penser cette relation en termes de coopération plutôt que de s'en tenir à une collaboration de surface. Alors, je me permets de rebondir par rapport à ça parce que l'exercice de la comparaison qui est éminent en fait dans ce dossier de la revue de Sèvres est très fécond parce qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a finalement une permanence d'éléments qui fonctionnent quel que soit le pays? Et dans cette quête de collaboration ou coopération, on a compris que c'est un haut niveau presque taxonomique, mais est-ce que finalement il y a des éléments qui perdurent, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit que nous avons analysé dans ce dossier. Et peut-être rebondir sur la question japonaise. Oui, bah, juste un mot quand même pour faire l'enchaînement, puis je céderai la parole à Patrick. Il y a quelque chose d'intéressant dans l'article japonais, c'est qu'effectivement, on avait souhaité, nous, avoir un article japonais pour avoir à la fois une présentation de la réalité de la démarche éducative qui prévaut au Japon, et d'autre part, pour essayer d'avoir un regard japonais sur la manière dont s'opèrent des emprunts éducatifs et culturels à l'extérieur du Japon, emprunt à l'approche japonaise. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment, effectivement, lorsqu'on parle, vous savez, ça fait partie du langage des institutions internationales et puis des institutions ministérielles, les bonnes pratiques. Voilà, on va donc importer des bonnes pratiques. Il y a de bonnes pratiques au Japon, pourquoi ne pas les greffer dans d'autres pays? Et par exemple, les lesson studies qui sont donc le travail coopératif d'enseignants qui préparent ensemble des leçons et qui ensuite analysent leur déroulement ensemble. On est bien là dans une démarche de coopération. L'intérêt que signale l'auteur japonais, c'est que ces lesson studies, elles ont lieu à propos de l'ensemble des activités du curriculum des élèves. Et ces activités du curriculum des élèves, elles comportent des apprentissages de matières scolaires
Et puis, elles comprennent aussi des activités dirigées qui sont ce qu'on appelle le tokatsu, c'est-à-dire des activités éducatives qui n'ont pas d'autre raison d'être que de cultiver aussi l'agir ensemble, la coopération au service du collectif que l'on constitue à la fois dans la cité et dans l'école. Eh bien, à l'étranger, les lesson studies, ce sont des lesson studies strictement disciplinaires. La question du tokatsu a été passée sous silence, c'est-à-dire qu'on perd en quelque sorte quelque chose de la dimension globale de l'approche japonaise. Et quand des touristes pédagogiques viennent au Japon et voient des élèves en train de servir les repas à la demi-pension, eh bien, ils disent « Ah, ça c'est bien, c'est une bonne idée. On va importer ça, on va demander à nos élèves de servir le repas. » Ils ne tiennent pas compte de la racine, c'est ce dont parlait Patrick tout à l'heure avec la pointe de l'iceberg et puis la partie immergée de l'iceberg. On ne retient que l'action et ce sont les adultes qui vont demander aux élèves de faire ça, alors que pour les élèves japonais, il s'agit, parce qu'ils sont membres d'une communauté et coopérateurs au sein de cette communauté, il s'agit de prendre sa part et de tirer avantage finalement de cette coopération qui leur permet de grandir en responsabilité et en reconnaissance réciproque de l'apport qu'ils ont collectivement à la fonctionnement de l'école. Donc, c'est vrai que c'est difficile et c'est même périlleux de vouloir plaquer en quelque sorte des réussites étrangères parce qu'on n'en plaque jamais que la surface des choses, on n'en retient pas l'essentiel. Patrick, Patrick sur le tokatsu, parce que je t'ai coupé la parole tout à l'heure. Oui, mais je trouve que Jean-Pierre parle très bien le tokatsu, donc je ne t'ai appris, non. Sinon, pour enchérir sur cette, je trouvais moi-même aussi très bon cet exemple qui est pris par l'auteur ou l'autrice qui montre les élèves servant à la demi-pension, du fait que dans un système comme le nôtre, nous avons historiquement distingué l'instruction de l'éducation. De fait, les élèves voient peu de rapport entre ce qu'ils pourraient faire dans la sphère de la vie scolaire de l'établissement et ce qui se passe en classe. Ce qui explique, de mon point de vue, là, je sors du dossier, mais les difficultés qu'a le système français à recruter des délégués d'élèves qui ne voient pas vraiment le rapport entre la vie globale dans l'établissement et le fait d'être au conseil de classe pour être les porteurs des appréciations que les enseignants ont pu émettre lorsqu'ils ont communiqué les notes et les résultats de fin de trimestre. Voilà. Il y a là des organisations traditionnelles des systèmes qui sont extrêmement différentes et qui font que chez nous, il est facile de faire du collaboratif. Si le coopératif, c'est de faire encore une fois, si on revient à Conac, de faire en sorte que des élèves aient appris quelque chose qu'ils ne savaient pas au début, là, c'est encore une fois plus difficile parce que ça suppose une vraie mise en commun, une vraie mise à plat, d'accepter une forme d'inconnu. Et Philippe Mérieux a écrit il y a assez longtemps de ça, et ce qu'il a écrit est tout à fait robuste sur le travail en groupe des élèves. On voit bien que quand le travail des élèves a pour but de produire un document scolairement normé au bout de 55 minutes, la division du travail se met en place immédiatement. Si le but du groupe, c'est non pas la production, mais l'apprentissage, il n'est pas sûr qu'au bout de 55 minutes, tout le monde aura appris, tout le monde aura appris la même chose, tout le monde aura appris de la même façon. Et là, on rentre dans des modes d'organisation coopérative qui sont, malheureusement, il faut le reconnaître, plus complexes, plus sur long terme, plus devant être pensés, plus devant requérir l'analyse des contextes précis dans lesquels on enseigne. Et d'une certaine manière, pour faire coopérer les élèves, il faudrait faire coopérer les enseignants parce que les types de renseignements à mettre bout à bout, on peut imaginer qu'aucun d'entre eux ne les a véritablement. Et ça, c'est aussi une caractéristique de ce métier en boîte à œufs qui a été décrit par certains sociologues de la profession enseignante, où un des grands intérêts d'être enseignant, c'est d'enseigner seul dans sa classe, c'est-à-dire pas en forme de coopération, éventuellement en collaboration au moment du conseil de classe. Et c'est pourquoi, pour nous, le parallèle entre les modes de coopération des enseignants et des élèves et le mode de collaboration des enseignants et des élèves est véritablement à faire parce qu'ils baignent dans une même culture institutionnelle.
Nous travaillons actuellement, André et moi, enfin, nous avons fini de travailler, le dossier sortira dans quelques semaines, dans 3 semaines, je crois, sur le groupe. C'est quand même très significatif d'entendre en début d'année des enseignants dire: «J'ai une bonne classe», alors qu'en fait, la classe est juste en construction. Entendre ceci à la fin de la première semaine de classe, c'est quand même très surprenant. Et ce «j'ai une bonne classe» relève plus du travail individuel des élèves. J'ai une classe qui travaille, c'est soit une classe silencieuse qui écoute, quel que soit son résultat, et je dis «soit», mais en fait, les choses ne sont pas exclusives, et une classe qui travaille bien. Sans se poser la question peut-être d'ailleurs et celui qui ne travaille pas dans cette classe, quoi, voir est-ce qu'il travaille pour avoir de bons résultats? Enfin, les choses sont beaucoup plus complexes. C'est vraiment quelque chose qui est frappant, qu'on se demande si finalement, l'exemple du Tokatsu montre qu'il y aurait, un développement collectif dans la pédagogie, qui est sur un pied d'égalité avec un développement, individuel. Je ne sais pas lequel de vous deux veut rebondir à Jean-Pierre est Oui, spécialiste incontesté du Tokatsu. du Tokatsu. mais en fait, ce qui est intéressant, c'est justement si on fait le rapprochement et la comparaison, puisqu'on est effectivement une revue comparatiste et que c'est comme ça qu'on espère progresser dans notre compréhension de l'acte éducatif. Ce qui est frappant dans le système de formation qui est le nôtre, c'est, comme le dit très bien Régis Mallet, professeur à l'Université de Bordeaux et comparatiste bien connu, dans notre école, c'est chacun dans son couloir de nage. Et ça, depuis le berceau jusqu'à la tombe, pratiquement. C'est-à-dire que les professeurs, ils sont professeurs d'une discipline et ils travaillent dans leur discipline, et ils connaissent, ils sont des experts de leur discipline. Et le reste leur échappe. On l'a vu tout à l'heure à propos de l'exemple suédois. Les élèves, eux, ils ont des enseignements qui sont donnés de façon séparée, heure par heure. On passe de tel enseignement à tel autre enseignement, puis à tel autre enseignement, sans nécessairement qu'il y ait de lien. La plupart du temps, il n'y en a pas. C'est simplement une sorte d'éparpillement des savoirs, et puis charge à l'élève de faire de cela une culture scolaire. Et puis, il y a tout à côté, dans les interstices, dans notre système, dans les interstices, au moment des récréations, au moment des mouvements, à la demi-pension, il y a des moments qu'on appelle de vie scolaire. Et la vie scolaire, eh bien, ce n'est pas les professeurs qui s'en occupent, il y a des personnels spécifiques pour cela, avec qui la collaboration est aussi assez limitée entre enseignants et personnel de vie scolaire. Et donc, on a donc un système qui est sous le signe vraiment de la séparation. Séparation des savoirs, séparation des classes, séparation de l'instruction et de l'éducation. Et quand on regarde le curriculum japonais, on s'aperçoit que dans le curriculum des élèves, il y a des temps. Dans notre système, qui sont des temps qui sont dévolus justement à cet apprentissage du social, cet apprentissage du collectif, cet apprentissage, on le dirait avec des mots français, on dirait un apprentissage citoyen. Et alors qu'en France, nous avons des heures d'enseignement qui colonisent l'essentiel du temps scolaire, et puis, à côté de ces enseignements, toutes sortes d'éducation qui trouvent leur place comme elles le peuvent et qui souvent ne la trouvent pas. Donc, on voit bien effectivement ce que met en lumière la confrontation des situations dans les différents pays qui sont abordés dans le dossier, c'est bien aussi une dimension curriculaire, c'est-à-dire que quelle conception on a du parcours de formation de l'élève au fil de sa formation. Le Tokatsu, ça existe au Japon à l'école primaire, puis à l'école secondaire. En France, apparaît à partir de la 6e la vie scolaire, qui n'est pas en tant que telle répertoriée, séparée de l'éducation dans l'école élémentaire. Et puis cette vie scolaire, elle a sa vie à elle, à part, en dehors finalement des enseignements. Et donc, pour la faire exister, pardon, on a même fini par donner une note de vie scolaire.
Oui, oui. Alors ça, c'est extraordinaire, justement. C'est quelque chose de savoureux. Parce qu'effectivement, pour que finalement, pour qu'elle existe, il faut qu'elle se mue en quelque sorte en un modèle qui est le modèle de l'enseignement avec la note, et la note sur 20, bien sûr. Et alors, évidemment, on l'a vu, dans les années qui étaient les années du ministre Darcos, puisque c'est lui qui était à l'initiative de cette géniale idée. On a vu que les élèves, de la même façon que lorsqu'ils n'ont pas écrit, ils ont 20 en dictée, et lorsqu'à la fin ils ont écrit, eh bien, ils n'ont plus 20 en dictée. Eh bien là, tant qu'ils ne sont pas entrés dans le collège, ils ont 20. Puis à partir du moment où ils mettent un pied dans le collège, eh bien, le compteur défalcateur commence parce qu'ils ont piétiné les pieds-bandes, parce qu'ils sont arrivés en retard en cours, parce que, etc., etc. Donc, on a un modèle qui n'est pas du tout un modèle formateur, c'est un modèle pénalisateur. Et ça, c'est effectivement... bon, elle a été heureusement supprimée après 2012-2013, mais il n'empêche que nous en sommes toujours au même point de séparation fondamentale entre l'instruction et l'éducation, et de hiérarchisation, évidemment, entre l'instruction et l'éducation. Je recommande, et d'ailleurs nous en avons fait un webinaire sur le curriculum et sur l'imaginaire scolaire, le Contre l'école injuste de Philippe Champy et Roger-François Gauthier. Donc c'est un petit livre que je montre ici. J'espère que vous le voyez dans le bon sens sur votre écran. Absolument. Voilà, qui en 90 pages ou 100 pages, je ne sais plus, pose et propose sur ces questions essentielles. Jean-Michel, peut-être sur le chat? Oui, enfin, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quand même cette idée que bon, Bernard Desclaux reprend l'histoire enfin, lui parle des cases. Tout à l'heure, on a parlé de couloir de nage, mais c'est un peu la même chose, c'est chacun dans sa case. Et puis, il y a l'idée aussi que la coopération, c'est Dominique Tanti qui dit que la coopération est difficile parce qu'il y a la peur du jugement des autres. Et ça me fait penser à l'enquête internationale Thalys qui note combien en France il y a peu d'échanges entre enseignants. Alors, dans le secondaire, enfin le primaire, parfois d'ailleurs, ça peut être compliqué, mais dans le secondaire, de venir assister au cours d'un collègue, c'est quelque chose qui se fait quand même assez peu en France. Et c'est peut-être le point de départ de la collaboration. Et justement, si c'est réciproque, la peur peut disparaître, et puis on voit la tentation par contre positive de la co-intervention, mais qui en fait n'arrive pas quand même à prendre vraiment. Et alors que ça, c'est une voie intéressante, que la co-intervention. D'ailleurs, ce mois-ci sort un livre de Rachel Arendt de chez Retz et en partenariat avec les cahiers pédagogiques qui sera présenté bientôt sur le site et qui aborde la question de la co-intervention, qui est une forme intéressante de collaboration entre profs. Et enfin, une dernière chose, est-ce que on parlait du primaire et du secondaire, il y a quand même peut-être plus de... Je ne sais pas si c'est d'ailleurs dans d'autres pays comme ça, une différence entre secondaire et primaire au niveau de la coopération ou de la collaboration. Oui, et puis avant de vous laisser répondre, je reviens, la surveillance des cours se fait dans le premier degré dans le second degré par du personnel dédié, avec lequel il y a peu d'échanges en France, et dans le premier degré, ce sont les instituteurs, là j'utilise le mot haïtien, qui surveillent, ce qui montre aussi une différence, là aussi une fracture entre des statuts, entre des salaires, etc., etc. Ah oui, nous sommes aujourd'hui dans un système éducatif unique, mais qui est fondé sur une bipartition ancienne, historique, qui est la bipartition entre l'ordre primaire et l'ordre secondaire. Et à partir du collège, effectivement, on continue d'entrer dans l'ordre secondaire, donc avec des enseignements, alors un ordre secondaire très particulier, qui est l'ordre du lycée classique général, donc lycée d'enseignement général, avec des enseignements généraux, et puis un personnel spécifique qui a été pendant des décennies celui des surveillants généraux, qui sont devenus conseillers principaux d'éducation en 1970. Et
Et puis, dans le primaire, on a certes désormais des professeurs des écoles, mais on a des professeurs des écoles qui prennent en charge, en quelque sorte, la dimension globale des enfants qu'ils accueillent, et donc qui, à la fois, les enseignent en classe et sont chargés de veiller sur leur encadrement dans les moments qui sont des moments de vie scolaire. Donc, les ordres ont disparu, mais ils continuent dans la culture professionnelle de persister des héritages. Est-ce que l'on trouve, autant que ce qu'il semble être en France, donc dans d'autres parties du monde, cette nécessité de la preuve que la collaboration fonctionne? Faire travailler des élèves en collaboration, en coopération, c'est quelquefois un risque. En France, on voit des pédagogues freinés qui, ne serait-ce que l'histoire de freiner, c'est une histoire de prise de risque, je crois aussi. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est répandu dans le monde, ou est-ce qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus accepté? Patrick, peut-être? Je ne sais pas, je ne crois pas que ce numéro permette de répondre à cette question parce que les auteurs ne l'abordent pas. Voilà, ce qu'on sait en revanche concernant le cas français, c'est que comme tous les systèmes éducatifs, notre système est orienté par des valeurs. Les valeurs de compétition sont très fortes dans le nôtre, hein. Si on prend, on va reparler de la Finlande, hein. Je crois qu'en Finlande, on ne met pas une note chiffrée des élèves avant l'âge de 16 ans, ce qui participe sans doute de l'idée qu'on a le temps de voir se dessiner des différences significatives entre les personnes et qu'au contraire, on essaie de faire quelque chose qui pourrait s'appeler le socle commun. Il y a dans notre système l'obsession inverse. Et je vois dans les échanges entre Jean-Michel Zakhartchouk et Luc Taral sur les différences entre premier et second degré, l'affleurement de cette question-là. Je crains moi aussi qu'il y ait aujourd'hui, de la même manière qu'il y a une primarisation de l'école maternelle, il y a une secondarisation du premier degré, pour une raison historique assez évidente, enfin, qu'on met en évidence les historiens, c'est que le système français du secondaire en particulier s'est construit à partir de l'enseignement supérieur. Et là, on a quand même une des clés du problème. Dans beaucoup d'autres systèmes, l'école moyenne, c'est à partir du moment où on a massifié, où on a accueilli d'autres types de publics dans l'équivalent de notre collège, elle a été calquée, développée à partir de ce qu'on savait déjà faire en primaire. Et nous, ça s'est d'ailleurs traduit par des divisions syndicales très importantes, hein, jusque dans les années 90. Nous avons fait descendre progressivement les postures intellectuelles, la culture de l'enseignement supérieur dans le second degré. Ce qui fait que ça met à mal beaucoup d'élèves et que dans le même temps, le fait de commencer à se spécialiser, à pouvoir s'inscrire dans le Parcoursup, fait que ces questions de coopération sont, de mon point de vue, difficiles à mettre en place. Et comme je le disais tout à l'heure, comme quand les enseignants ne coopèrent pas eux-mêmes, comment peuvent-ils espérer que leurs élèves coopèrent? Il y a là une sorte de valeur partagée. Jean-Charles parle beaucoup de la musique à laquelle il est très attaché, il a raison, mais je crois qu'il a dit lui-même, on peut lui laisser faire du chant choral en musique, ou on peut laisser les enseignants d'éducation physique et sportive développer beaucoup de valeurs coopératives, notamment à travers les sports co, hein, mais il se trouve que ce sont tout de même des disciplines de bas du tableau dans notre système éducatif, et que dès qu'on arrive près des choses dites sérieuses, supposées telles, et les fameux fondamentaux, alors l'aspect individualiste prend immédiatement le dessus et on voit cette culture qui a des difficultés à se mettre en place. Donc là, voilà, les travaux curriculaires, comme nous essayons de le dire avec Jean-Pierre, permettent de sortir des contextes pour à la fois dissiper les illusions qu'il suffirait de dire aux gens, vous travaillez ensemble et donc vous travaillez mieux, mais en même temps, essayer de les doter d'outils pour comprendre les raisons pour lesquelles ce n'est pas facile à faire et essayer de trouver des leviers pour que ça soit en effet faisable. Significativement, avant de laisser la parole à Andrea, les maîtrises ecclésiastiques qui ont disparu au moment de la Révolution française étaient des objets pédagogiques qui favorisaient l'enseignement mutuel, à tel point qu'un enfant de 7 ans, en quelques mois, pouvait chanter un solo à l'église. Ces maîtrises n'existent plus en tant que maîtrises ecclésiastiques, mais elles existent encore. Je pense à la maîtrise de Versailles, de Notre-Dame de Paris, qui, elle, est ecclésiastique encore, évidemment.
eh bien, l'enseignement qui a été développé depuis 30, 40, 50 ans qu'elles existent maintenant, qu'elles réexistent, un petit peu plus pour certaines comme à Lille, est un enseignement vertical. On a perdu ce sens de l'enseignement mutuel qui donnait des résultats dans ces cadres absolument extraordinaires. Vraiment. Malheureusement, il y a peu de documents accessibles là-dessus et je peux difficilement renvoyer sinon à un livre très lourd dans lequel j'ai écrit un article, mais qu'on ne peut lire qu'en bibliothèque. Voilà, c'est un très gros livre. Andrea, et on va malheureusement devoir finir assez vite après. Oui, je prends la parole un peu pour conclure aussi. On voit bien dans les explications qu'on a et les hypothèses qu'on pose à la question de la collaboration ou coopération, en arrière-fond, une forme scolaire. J'entends beaucoup la boîte à eux de l'ortie, presque 50 années après, cette théorisation de l'organisation scolaire très individualiste, très cellulaire de la classe, moi, mes élèves, ma discipline. Et finalement, on voit aussi parfois dans les formations initiales des enseignants des tentatives à aller au-delà de ça, mais on a parfois beau à préparer nos étudiants à l'enseignement dans un esprit collaboratif ou coopératif, et une fois versé sur le champ de travail, quelque part, il se rend compte que structurellement, il est parfois impossible pour des raisons identitaires, structurelles, organisationnelles, comme certains collègues de ce dossier ont mis en évidence à travers les articles. Et ce que j'avais aussi envie de dire, c'est un grand bravo à la bibliographie faite dans ce dossier qui est excellente, qui est très complète et qui nous amène justement au cœur de cette complexité de la collaboration et que j'invite en fait les lecteurs et les enseignants, les éducateurs et les formateurs d'aller plus loin parce que c'est sûr qu'une petite discussion de samedi matin de 1 heure de temps ne va absolument pas aller jusqu'au fond des objets de la collaboration et je reste très très attachée à aller au cœur du métier, au cœur de l'activité, comme le font un peu les lesson studies, où il y a un article qui montre bien qu'on peut aller jusqu'au cœur de l'activité, se poser des questions, mais finalement, en faisant comme ça, les enfants, est-ce qu'ils peuvent apprendre mieux? Parce que c'est ça, pour moi, en tant qu'enseignante, formatrice, le cœur de notre partage. Je ne sais lequel des deux veut réagir. Oui, bon, moi je peux dire 2 ou 3 mots empruntés, notamment aux travaux de synthèse de Tricot. Lorsqu'il, voilà, chez Retz, il publie des petits bouquins sur les questions d'André Tricot, de l'innovation, etc. Mythe et réalité. Mythe et réalité. Voilà, mythe et réalité, dans lequel il brasse, parce qu'il a une excellente connaissance de la littérature internationale, il nous dit par exemple, il faut regarder de près ces histoires de collaboration. Par exemple, la résolution de problèmes seul ou en groupe, elle a des effets différents selon qu'on est devant des tâches très complexes ou pas. Si c'est des tâches pas très complexes, c'est pas du tout la peine de faire travailler en groupe. Donc ça supposait une formation, je dirais, plus didactique des enseignants concernant les situations dans lesquelles on est meilleur en groupe et celles dans lesquelles on l'est pas. Le travail en groupe en général, si c'est simplement le fait qu'on est bien entre soi, on est des humains, voilà, on aime bien être ensemble, tout ça c'est parfait, mais il n'est pas certain que ce soit garant d'apprentissage et qu'on perde du temps d'une certaine manière à faire travailler en groupe quand ça ne vaut pas la peine. Donc là, je crois qu'il attire utilement notre attention sur le fait qu'il y a quand même nécessité d'évaluer les situations dans lesquelles c'est utile et celles dans lesquelles ça ne l'est pas. Souvent, les travaux de groupe qu'on voit en îlot, les élèves confortent les connaissances qu'ils ont déjà, se rassurent, font des révisions du passé, mais l'idée qu'il pourrait aller au-delà, dans ce fameux socio-constructivisme qui a été voilà, appelé par des théoriciens il y a quand même pas mal de temps, on peine à trouver les formes pédagogiques qui utilisent la dynamique du groupe pour être capable d'y arriver. Jean-Pierre, peut-être, pour un dernier mot? Oui, un dernier mot, ce serait pour dire que finalement, à travers ce dossier, au bout du bout, la question qui est posée, c'est celle, me semble-t-il, de la culture scolaire du XXIe siècle. Alors, avec une interrogation déjà sur scolaire, parce que scolaire, est-ce qu'on remet en question aussi, à travers cet adjectif, la conception même d'une école en quelque sorte ossifiée dans une forme qui ne correspond plus
aux besoins d'une école ouverte sur le monde. Donc, question de la culture aussi, parce qu'on perçoit à travers ce dossier, je dirais, les dommages d'une forme d'impérialisme culturel et scolaire qui a été vécu au travers de la colonisation. Et aujourd'hui, nous avons une forme d'internationalisation de la commande scolaire. Et je crois que un des intérêts de ce dossier, c'est de nous rendre observateurs critiques de ces injonctions qui viennent d'instances internationales, qui ont tendance finalement à produire des orientations qui, en fait, on le voit, ont un impact pour le moins limité sur le terrain, parce que sans doute, on n'en est pas encore à remettre en question fondamentalement, radicalement, dirais-je, l'organisation scolaire dominante. Voilà ce qui me semble une des perspectives ouvertes par ce dossier. J'aurais une question un peu autocritique à vous poser tous les deux. La Revue internationale de Sèvres, avec un rédacteur en chef, Jean-Marie de Kettel, qui est belge, Andrea Capitanescu-Benetti, qui est suisse. C'était une volonté. Est-ce qu'on n'a pas été un peu trop franco-centré dans ce débat? Peut-être est-ce que je n'ai pas trop orienté vers encore une situation nationale alors qu'il aurait fallu parler plus international? Je pense que nous faisons, l'intérêt du comparatisme, c'est de permettre à chacun dans sa nationalité de faire un pas de côté par rapport à la culture dont il est l'héritier, le porteur et le propagateur aussi. Et je crois qu'à la revue, nous sommes une revue internationale avec un comité scientifique international, avec des auteurs internationaux, mais bien évidemment, chaque membre du comité de rédaction est aussi dans cette instance, et chaque coordonnateur de numéro, on a aussi des coordonnateurs français et étrangers pour les différents dossiers. C'est ça qui nous paraît intéressant, c'est justement cette confrontation, parce que seule cette confrontation permet justement le pas de côté qui sinon est plus difficile à faire parce que finalement les habitudes et les routines professionnelles et culturelles prennent le pas sur l'esprit critique. Merci beaucoup. Donc, Andrea, tu as eu raison de parler de cette belle bibliographie. Donc, nous avons cité André Tricot, les ouvrages de Sylvain Connac, absolument fondamentaux, l'ouvrage de Laurent Reynaud qui est passé dans le chat et que vous verrez dans la synthèse du chat. Je voudrais signaler aussi des petits films qui ont été faits dans les classes d'un membre du comité de rédaction et d'un formidable enseignant, Cyril Lascasis, où il montre ses classes en coopération et surtout où il dit « ça ne s'invente pas ». Et ça ne se construit pas tout de suite. On voit ces classes qui fonctionnent merveilleusement bien en février ou mars. Il dit oui, mais on aurait pu faire le même film en septembre et vous auriez vu autre chose. Il est temps de clore ce webinaire en vous remerciant tous les deux, en remerciant toutes les personnes qui étaient là pour votre participation. C'est quelque chose d'important pour nous, cette collaboration, coopération entre les revues, entre les différents acteurs de l'enseignement. Cette vidéo sera prochainement mise en ligne. Je vous rappelle que le dossier de la revue internationale est donc augmenté de cette bibliographie dont nous avons parlé. Ce webinaire a été organisé en partenariat avec l'Institut ForProf, qui est un institut de formation de professeurs des écoles, qui a une certification Calliope, qui prépare les candidats au CRPE qui étaient nombreux inscrits à ce webinaire depuis plus de 26 ans maintenant, et un professeur des écoles sur 10 a reçu une formation ForProf. Ça m'a surpris quand j'ai appris ça. Les cahiers pédagogiques, c'est une revue associative. Elle paraît par le travail conséquent de nombreuses personnes salariées ou non. Votre soutien est fondamental. Il est important que vous nous fassiez connaître dans cette période actuelle et après, que vous adhériez, que vous fassiez adhérer vos établissements, que vous militiez, vous pouvez nous rejoindre, écrire, et en adhérant, vous aurez accès à un corpus extraordinaire de près ou de plus, je ne sais plus, de 10 000 articles en ligne sur notre site internet.
Notre prochain webinaire aura lieu le 12 avril prochain à 16 h, qui est un horaire inhabituel, qui est un peu plus tôt que prévu, toujours en partenariat avec ForProf. Il sera consacré au numéro 584 des cahiers pédagogiques, qui traitera de la problématique complexe du groupe dans l'enseignement et la vie scolaire, la vie des établissements. Nous aurons le plaisir de nous accueillir nous-mêmes, Andrea et moi, puisque nous sommes les coordonnateurs de ce dossier. Je crois que c'est Yannick Ménevel qui... Je peux ajouter Je quelque t'en prie, chose. je t'en Il prie. n'y a pas que nous dans ce dossier. Oui, Il oui, y a oui. de nombreux témoignages de pratiques scolaires, de pratiques d'enseignants dans la classe, de comment en fait ils se débrouillent et ils mettent en œuvre le groupe. Qu'est-ce qu'ils en font avec le groupe pour qu'il devienne groupe de travail. Donc, dans notre tête et dans notre témoignage, il y aura tous ces écrits de praticiens qui mettent en place le groupe. Oui, et ce dossier d'ailleurs entre vraiment en résonance avec le dossier de la Revue internationale d'éducation dont nous venons de parler. Voilà, surveillez notre site pour avoir des informations. Merci donc à nouveau de votre présence. Passez un bon week-end.